Je me levais à 8 h du matin, je m'installais, j'ai fait dans de tout petit appartement à Vancouver parce que la vie coûte hyper cher là-bas, mais j'étais dans mon canapé, mon portable sur les genoux et je commençais à coder. Et puis, il y a des fois, je me rendais compte qu'il commençait à faire noir, c'était le soir. J'avais à peine bu 2 verres d'eau, peut-être mangé un truc vite fait, mais c'était tout. Et c'était tellement intéressant, j'ai vraiment découvert une passion de tout ce que la programmation me permettait de faire. J'en parlais à ce moment-là, et je le dis encore souvent, c'est de la magie, t'as un problème, bah, tu peux le résoudre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous savez que j'aime discuter avec des développeurs qui ont un parcours extraordinaire. Et c'est le cas de Séraphin que je reçois aujourd'hui. Pourtant, il n'était pas destiné à devenir développeur, mais au fil de ses expériences professionnelles, il l'est devenu. Maintenant, l'histoire de Séraphin ne se passe pas dans sa Belgique natale, mais au Canada. Vous en voulez plus? J'ai plus. De développeur autodidacte, il est devenu petit à petit entrepreneur. Et maintenant, il crée ses propres applications. Mais ce n'est pas tout, Séraphin utilise ses compétences de développeur et d'entrepreneur au service des milieux associatifs. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec Séraphin. Donc Séraphin, merci de venir sur le podcast aujourd'hui pour nous parler de ton parcours. Alors je vais te demander de te présenter en 2 minutes. Oui, bonjour, je m'appelle Séraphin. Là maintenant, je suis fondateur d'Estimé.com, une plateforme d'estimation immobilière en France qui respecte la vie privée, et de Enils. Enils, c'est une entreprise qui a pour mission d'informer, conseiller et outiller le secteur communautaire canadien. Donc je développe principalement des SaaS et des applications spécifiques. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant, mais j'ai pas toujours fait ça. J'ai commencé ma carrière comme... je dirais que mon premier métier, c'était barman. Puis j'ai travaillé dans des restaurants beaucoup. C'était une passion à ce moment-là que je voulais poursuivre. Puis, à un moment, je me suis rendu compte que j'adorais le contact avec les gens, mais que ce n'était pas exactement le métier que je voulais faire. Donc, petit à petit, je me suis redirigé vers des métiers de la tech. D'accord. Et alors ma première question, tu nous as pas dit de quelle nationalité tu es? Ah oui, donc je suis belge et je vis au Canada depuis 3 ans et demi maintenant. Ok. Et donc tu as commencé, on va dire, ton parcours professionnel dans la restauration en Belgique? Oui, c'est ça, tout à fait. En sortant de l'école, j'ai travaillé dans la restauration, donc j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Et donc j'ai travaillé dans la restauration pendant quelques années en Belgique, puis un peu en France. J'étais géo au Club Med pendant un moment. Et puis un jour, j'ai voulu me rapprocher de la tech et faire un métier un peu plus en phase avec des horaires qui pouvaient fonctionner avec une vie un peu plus normale, puisque la restauration, c'est toujours travailler le soir et le week-end. Puis c'était je pense que ça devait être aux alentours de 2008, puisqu'on parlait de la crise et donc du, peut-être du fait que ça allait être plus compliqué d'ouvrir un restaurant et de vraiment percer là-dedans. Donc, je suis allé voir une agence d'intérim en lui disant, moi j'aime bien la technologie, j'aime bien parler avec des gens, j'ai vu que vous cherchiez quelqu'un pour travailler au rayon multimédia du Carrefour, est-ce que je pourrais travailler là? Puis en discutant avec elle, elle m'a dit, je t'ai entendu au téléphone, ta voix passe plutôt bien, tu sais bien expliquer les choses, pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas au support technique de Belgacom? Sachant que Belgacom, c'est le premier opérateur télécom en Belgique, c'est l'équivalent de France Télécom en Belgique. Et donc je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant de savoir comment fonctionne une connexion internet, une télé, un téléphone. Au moins je vais là, je prends la formation, je suis payé pendant la formation, et si j'aime pas, j'aurais été formé à un sujet intéressant et j'aurais été payé pendant ce temps-là, donc allons-y. Allons-y, donc tu as commencé au support d'un opérateur téléphonique et il y a encore un petit gap par rapport à l'heure actuelle, tu es développeur? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai commencé dans le support de l'opérateur téléphonique, puis déjà pendant la formation, je voyais le formateur et je me disais, ça a l'air cool son métier, j'aimerais bien faire ça un jour. Et donc je me suis formé, en même temps que mon travail, j'ai lu énormément de documentation là-dessus, puis je me suis formé, je suis devenu expert, puis formateur, puis j'ai monté les échelons dans cette boîte pendant quelques années, ça a pris 6 ans pour que je finisse à un poste de manager là-bas. Donc j'étais Service Desk Manager, je gérais une équipe de techniciens au téléphone qui aidait les techniciens qui installaient les grosses connexions Internet. Là, on était sur des connexions fibres pour le loto, pour les grandes entreprises. Puis un jour, c'était chouette comme boulot, mais c'était un boulot de management dans une grosse boîte et je m'ennuyais profondément. Je travaillais le lundi et puis le reste de la semaine, j'avais plus rien à faire. Et tout était fort cadré, donc je ne pouvais pas vraiment prendre d'initiative. Donc une personne que je connais m'a demandé de rejoindre son entreprise, qui était une start-up active dans le domaine de l'analyse de consommation d'eau, de gaz, d'électricité. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper du support là-bas, parce que la boîte grandissait, donc je me suis dit pourquoi pas, nouvelle opportunité, je vais les rejoindre. Et là-bas dans le support, c'était nouveau, avant moi c'était les développeurs et les ingénieurs qui s'occupaient du support,
Et donc pour eux, c'était normal d'aller écrire dans la base de données en SQL, pour créer un nouveau client, la plupart des nouveaux clients, il fallait aller les écrire directement dans la base de données. Et donc, on m'a dit, voilà, Séraphin, une requête dans la base de données. Tu as les mots-clés qui sont begin chain au début et rollback à la fin. D'abord, tu fais une transaction, puis tu la rollback. Donc, c'est vraiment dans la base de données une façon de pouvoir écrire et puis juste écrire, voir ce que ça fait et pas prendre de risque de casser quelque chose. Et puis, quand tu es sûr que ça a bien marché, tu fais pareil et tu commits la transaction. Donc, du coup, tu vas vraiment écrire dans la base de données. Et donc, on m'a donné du code comme ça, en me disant exactement là où il fallait que je change des choses pour rien casser, mais pouvoir créer mes nouveaux clients. Je me suis dit, c'est génial. Et puis, avec l'esprit toujours un peu... Je suis pas mal un fainéant de nature. Enfin, fainéant dans le sens où j'essaye de limiter l'énergie que je vais devoir dépenser pour faire quelque chose. Et si je dois le faire plusieurs fois, je veux l'automatiser. Enfin, à ce moment-là, je ne parlais pas d'automatiser parce que je n'avais pas les moyens de le faire, mais je voulais réduire ma charge de travail, me faciliter la vie. Et surtout éviter de m'embêter à refaire la même chose plusieurs fois. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce langage, comment est-ce qu'on fait? Et si je change ça, ça fait quoi? Ok, et si je change ça comme ça? Et petit à petit, j'ai presque jamais cassé les données de la base de données de production, mais petit à petit, j'ai appris à en faire de plus en plus. Et c'est comme ça que j'ai vraiment trouvé le goût de la programmation. Donc ça, c'était il y a 6 ans maintenant. Et donc j'ai commencé par vraiment dans la base de données. Puis après ça, on m'a dit, Séraphin, il y a des API. Les API, c'est ce à quoi les clients se connectent pour leurs outils. Tu peux les utiliser. Nous, on fait un langage de programmation qui s'appelle R, puisqu'on fait de l'analyse de données. Regarde, tu vas pouvoir récupérer des données, les transformer, faire ce que tu veux avec des scripts en R, qui est déjà un langage de programmation qui permet de faire plus de choses que le SQL. Je me suis dit, ok, génial. J'ai commencé à faire ça. Je trouvais ça super intéressant, donc j'en ai fait un peu plus. On faisait de l'analyse de données pour nos clients, donc je retranscrivais des scripts ou des fois des calculs qu'ils avaient dans des fichiers Excel, je les retranscrivais dans ce langage pour automatiser des choses, pour que ça puisse se faire automatiquement quand une nouvelle donnée de température arrivait, par exemple, ou d'un thermomètre, on la comparait avec les données des années précédentes, et puis on pouvait faire des analyses comme ça. Donc c'était super intéressant. Je mettais les mains dans la programmation, je commençais vraiment à me rendre compte que j'arrivais au boulot le matin, je commençais à faire ça, j'avais du mal à m'arrêter pour manger, pour boire, tellement j'étais fasciné par les choses, la magie que j'arrivais à faire avec ces outils-là. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais apprendre le Python, parce qu'on parle beaucoup de Python. Moi, je fais du R, les gens disent, qu'est-ce qui est mieux, R ou Python? Je vais faire du Python, comme ça, je saurai lequel est le mieux pour moi. Et là, j'ai découvert vraiment un monde de possibilités. C'est vraiment un langage généraliste qui permet de tout faire, pas seulement le monde de la science des données dans lequel j'étais. Et là, je me suis découvert une passion. Donc ça, c'est vraiment... Ça coïncide avec le moment où j'ai quitté la Belgique pour partir au Canada. Donc en même temps, j'ai... Pardon. Je vais t'interrompre un petit peu pour te poser quand même sur ton parcours. Tout ce processus, Ouais. ça a duré combien de temps? Parce que tu es parti du support où, on va dire, tu faisais des tâches basiques. Ensuite, tu es arrivé dans cette entreprise où tu as commencé à bidouiller un peu des commandes de base de données. Et ensuite, tu as vraiment commencé à programmer au sens strict du terme. Il t'a fallu combien de temps? Une dizaine d'années, si je compte bien? Oui, mon arrivée dans le support et le moment où vraiment j'ai mon premier job de développeur, il y a eu 10 ans. Entre le moment où j'ai commencé à bidouiller avec du code, c'était il y a 6 ans. Mon premier job de développeur, c'était il y a 3 ans. Donc ça a pris 3 ans entre la découverte du code et le moment où j'étais développeur back-end à temps plein. Et alors, je vais te poser une question et après, on essaiera de déterminer pourquoi tu es au Canada. Tu as eu des formations où tu as vraiment tout appris sur le tas ou t'as fait comment? Parce que de ce que je vois, tu as une évolution qui a été très lente. Mhm. Alors, j'ai au début vraiment appris sur le tas en modifiant les scripts des autres, puis de temps en temps en appelant un développeur à côté de moi en lui disant tiens, pourquoi est-ce que ça marche pas? Ça me semble pas logique. Et puis quand j'ai déménagé, déjà un an avant de partir au Canada, quand j'ai commencé à préparer mon voyage, je savais pas où j'allais aller. Je savais que j'allais au Canada, mais je savais pas où j'allais aller quelques années après. Donc je voulais un métier qui me permette de plus facilement voyager que mon métier qui avait évolué entre-temps, qui était chef de projet dans l'entreprise. Euh, donc, je me suis dit, développeur, c'est peut-être bien. Je pensais data scientist. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre beaucoup de formations sur EDX et sur Data Camp où j'ai vraiment suivi des formations de data science. Donc là, j'ai un peu renforcé mes bases de Python et donc mes bases de programmation en même temps. Tout ça en même temps que mon travail. Mon travail à temps plein, c'était chef de projet, mais je commençais à automatiser mes tâches et puis après journée à apprendre un peu et commencer à savoir de plus en plus. Quand je suis arrivé au Canada, là vraiment, je travaillais environ 2 jours semaine pour l'entreprise belge. J'avais gardé ce travail-là, mais le reste du temps,
C'était le matin de 8h jusqu'à 20h, je codais, j'apprenais des choses, je travaillais sur des petits projets, j'ai commencé à développer un bot pour Instagram. Ça m'a appris énormément de choses de travailler sur le premier vrai projet moi-même avec quand même pas mal de challenges technologiques que je me mettais. Et c'est ça qui m'a vraiment amené vers, après le métier de développeur, je crois, 8-9 mois après être arrivé au Canada. Alors là, je vais faire un peu d'espionnage industriel. J'ai deux questions. La première, c'est, tu travaillais 3 jours en autonomie tout seul pour apprendre à développer. Déjà, comment tu as fait pour avoir toute cette autodiscipline pour pouvoir te dire, je vais en faire mon métier, je vais travailler en autonomie tout seul sur un bot? C'est plus une question de passion que d'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui m'a pris. J'avais envie de faire ça. Et quand je travaillais sur le bot, je le disais déjà avant, quand j'étais au boulot, mais sur le bot, c'était encore pire. Je me levais à 8h du matin, je m'installais, j'ai fait ça dans un tout petit appartement à Vancouver parce que la vie coûte hyper cher là-bas, mais j'étais dans mon canapé, mon portable sur les genoux, et je commençais à coder. Et puis, il y a des fois, je me rendais compte qu'il commençait à faire noir. C'était le soir. J'avais à peine bu 2 verres d'eau, peut-être mangé un truc vite fait, mais c'était tout. Et c'était tellement intéressant. J'ai vraiment découvert une passion de tout ce que la programmation me permettait de faire. J'en parlais à ce moment-là et je le dis encore souvent. C'est de la magie. Tu as un problème, bah, tu peux le résoudre grâce à une limite de ce qui est faisable avec le code. On ne dit pas que la technologie va sauver le monde, mais on peut quand même faire énormément grâce à la programmation. Donc j'ai trouvé ça fantastique, ça m'a passionné. Donc j'ai pas vraiment eu besoin d'autodiscipline. L'autodiscipline, c'était plutôt me dire, non, là maintenant c'est le week-end, je vis dans un pays magnifique. La Colombie-Britannique, c'est superbe, il y a la mer, il y a les montagnes. Je dois sortir de chez moi, aller profiter de la vie. Je ne dois pas juste rester sur mon ordinateur. Ça, je suis d'accord avec toi. La Colombie-Britannique, je pense que c'est la plus belle région du Canada. Et alors, mon autre question qui est liée à ça, je pense qu'il y a plusieurs de mes auditeurs qui veulent apprendre de la programmation. Toi, tu as commencé par du Python, mais tu avais un tout petit niveau. Et comment tu as fait pour, dans ces 3 jours par semaine, pour développer ce niveau-là? Hmm. Au début, je suivais beaucoup de formations. À ce moment-là, c'était surtout sur EDX, qui était la seule plateforme que je connaissais vraiment. Et c'était des formations qui étaient fort. Et c'est une plateforme pour des formations universitaires et c'était un style où ils dispensaient de la matière. Il y avait un peu d'exercices puisqu'ils avaient je pense, une collaboration avec DataCamp où il y avait quelques petits exercices à faire, mais c'était surtout, je regardais des vidéos et j'absorbais du contenu, j'absorbais du contenu, j'absorbais du contenu. Puis un jour, j'ai lu un article sur Medium qui a clairement changé beaucoup de choses pour moi. Et en gros, le titre, c'était sortir du purgatoire des tutoriaux. Et il parle de symptômes qu'on a parfois quand on apprend, c'est qu'on lit des tutos, on suit des tutos, on lit des formations, on absorbe du contenu et on ne fait jamais quelque chose par soi-même qui est hors du cadre d'un tuto. Et je trouve ça hyper important parce que quand on commence à travailler sur un vrai projet de la vraie vie avec un vrai problème de quelqu'un à résoudre, mais à ce moment-là, on a des choses qui sortent du cadre, des problèmes qu'on n'avait pas prévu qui pouvaient arriver. Que quand on est dans un tutoriel, en général, le formateur, la formatrice a prévu un cadre dans lequel on va rester et nous débloque quand on en a besoin. Là, non, c'est fini, on est dans la vraie vie, il faut trouver des solutions, il faut chercher, il faut apprendre de nouveaux concepts. Donc ça a vraiment changé ma façon d'apprendre. Et à partir de ce moment-là, je suivais des petites formations de temps en temps, mais ce que je faisais surtout, c'était essayer de faire en sorte que ça marche. J'avais besoin, par exemple, pour ce bot de pouvoir l'héberger sur un serveur. J'avais jamais fait ça. Moi, mon code Python, il tournait sur mon ordi. Je faisais des scripts simplement pour transformer des données puis les envoyer vers une API. Je lançais le script sur mon ordi puis c'est tout. Là, maintenant, il fallait que j'ai le bot qui soit sur un serveur quelque part. Pour ça, c'était de la magie. Donc, j'ai dû apprendre. Tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai lancé une instance sur Amazon. Et puis, j'ai fait ça. Enfin, plein de choses comme ça. Tout est venu vraiment. J'ai besoin de quelque chose. Il faut que je m'approprie le concept avant de pouvoir le développer. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. D'accord. Et comment ça t'est venu de te lancer dans ce projet? C'est un ami qui t'en a parlé de faire ça? T'as eu une opportunité business? Oui, ma compagne qui travaillait, quand on est arrivé au Canada, dans la communication, qui a travaillé pas mal de temps dans la communication, me parlait d'Instagram et des bots d'Instagram qui sont assez désagréables, qui viennent te follower, t'unfollower. Moi, à ce moment-là, je n'avais jamais utilisé Instagram. J'utilise toujours presque pas ce réseau, mais donc j'ai appris grâce à ça. Et des bots qui viennent, qui te follow, t'unfollow, qui ont des comportements qui ne sont pas toujours géniaux. Il y a même
de l'intelligence artificielle pas si intelligente qui va commenter en dessous des photos et on voit plein d'exemples de gens qui postent des photos par exemple de leur chien ou de quelqu'un de leur famille qui est mort et puis que le bot qui met oh trop bien, trop cute parce que c'est un bot et qu'il a répondu complètement à côté de la plaque. Et on s'est dit bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire pour avoir un bot qui serait plus respectueux, qui irait pas mettre des commentaires, qui se prendrait pas pour un humain, qui ferait juste des likes sur des photos. Et comme ça, la personne se dit ah tiens, il y a quelqu'un de nouveau qui m'a liké, je vais voir ce que cette personne fait. Si ça m'intéresse, je la follow. Si ça m'intéresse pas, je la follow pas. Mais il n'y a pas de beaucoup moins agressif que le comportement des bots actuels. Donc je me suis dit que je devais pouvoir développer ça. Et c'était 1000 fois plus compliqué que ce que je l'avais prévu. Au début, je m'étais dit oh c'est simple, il doit y avoir des API sur Instagram, on se connecte aux API, on se log en tant qu'utilisateur et on fait des choses. Et ben non, il y avait plus c'était après Cambridge Analytics, donc il n'y avait plus d'API sur Instagram. Donc il fallait vraiment développer un robot avec un logiciel Selenium qui est habituellement fait pour tester des interfaces en simulant les clics des utilisateurs. Et moi, j'utilisais ça pour aller simuler un utilisateur, en même temps bypasser les sécurités d'Instagram qui sont faites pour justement capter ces robots-là. Donc, c'était beaucoup... Je ne me serais pas lancé là-dedans si j'avais imaginé que c'était aussi complexe. Mais je suis content de m'être lancé dans quelque chose d'aussi complexe parce que ça m'a forcé à apprendre beaucoup plus que si j'avais fait une to-do list, par exemple. Oui, tu es parti vraiment d'un cas concret qui, à la fin, tu aurais pu carrément le vendre. Et il y a même des sociétés qui font ce genre de produit. Oui, tout à fait. C'était l'idée. Je me suis vraiment pris au jeu. Je me suis dit, tiens, il y a moyen de le vendre. J'en parlais autour de moi. Il y a plein de gens qui disaient, mais je suis super intéressé. Moi, j'aimerais avoir ton bot. Et donc, du coup, bah, j'ai réservé un nom de domaine. J'ai commencé à réfléchir à une offre. J'ai commencé à réfléchir à le vendre. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même pas mal précaire comme business parce que ça tient sur contourner les règles d'Instagram. Et donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ça peut casser et que je dois devoir le réparer. J'ai dû le réparer alors qu'il fonctionnait plus correctement. Je me suis fait ban d'Instagram quelques fois et j'avais pas envie de lancer un business là-dessus. Donc, je l'ai laissé de côté. Ça m'a servi à avoir mon premier boulot. Ça m'a appris énormément et voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Comment tu as fait pour valoriser ton projet perso pour trouver ton premier boulot? Alors, tout mon projet perso était sur GitHub, déjà en public. Même au moment où j'avais envisagé de le vendre, je me suis dit non, je fais de l'open source parce que j'ai besoin d'avoir un portfolio là maintenant, j'ai besoin de montrer du code. Et comme ce que j'aime, c'est le back-end, bah, c'est juste en montrant du code que je peux montrer ce que je sais faire. J'ai pas de belle interface à montrer. Et pardon, j'ai perdu le fil de mes idées. Pas de souci. J'ai oublié ta question. C'est comment tu as valorisé Hmm. ton projet perso? Ok, je vais reprendre alors toute la réponse. Bah déjà, je l'ai publié sur GitHub. C'était important pour moi d'avoir du code qui était accessible pour potentiellement trouver du travail par la suite. Comme je fais du développement back-end, bah, j'ai pas de jolie interface à montrer, donc il fallait que je montre du code. Puis quand j'ai eu des entretiens, j'en parlais, bah, je les partageais sur mes réseaux, c'était sur mon CV, le lien était sur mon CV, je décrivais exactement ce que je faisais, les technologies que j'utilisais et comment je les utilisais. Et j'en ai parlé aux interviews. Le process de trouver mon premier boulot a été très long, très pénible, très difficile. Euh, sans, sans diplôme, même si on dit qu'au Canada, c'est un pays, et c'est ce qu'on m'avait vendu, c'est un pays où on peut trouver du travail sans diplôme, c'est vrai, mais on peut trouver du travail en bas de l'échelle sans diplôme. Et moi, je l'avais déjà fait, monter toute l'échelle depuis le job de call center, et puis finir manager, et puis arriver là où je voulais. Je voulais pas recommencer tout en bas de l'échelle dans un call center où on m'engageait uniquement parce que je parle français et qu'ils ont besoin de personnes qui parlent français dans les call centers ici. Je voulais faire quelque chose, vraiment, je voulais être développeur, je voulais pas faire autre chose, donc ça m'a pris longtemps, c'était difficile. Bah, mon anglais était beaucoup moins bon à ce moment-là parce que j'arrivais au Canada. Et ça a été très très dur de faire mes preuves. Même pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à dire je suis développeur quand on me demandait ce que je faisais. Je disais oh, je suis chef de projet dans la tech et je développe un peu. Je sais pas si je suis vraiment développeur, mais je sais coder. Ça me plairait quand même d'avoir un job de développeur. Évidemment, personne ne m'a engagé avec ce discours-là. Et ça a pris longtemps jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui... c'est marrant, c'était un Belge aussi, que j'ai rencontré en buvant des bières sur la plage, qui m'a dit ah bah moi je cherche un développeur Python, tu fais du Python? J'ai dit oui, oui, oui. Il me dit ah bah est-ce que tu fais du Flask? Je dis oui, je fais du Flask, oui, un peu. Et à ce moment-là, on a pu parler et on a travaillé ensemble, mais c'était extrêmement difficile. C'était psychologiquement un moment super dur de devoir trouver mon premier boulot parce que j'avais des compétences qui, je sais, sont hyper recherchées, surtout Vancouver, c'est la ville de la tech. Et j'arrivais pas à avoir quelqu'un qui s'intéressait à moi. Oui, alors avec le recul, tu me disais que tu avais un discours pour qu'on t'embauche qui était un peu flou parce que tu disais chef de projet, développeur.
Est-ce que tu t'es rendu compte pendant que tu cherchais un emploi que c'était pas forcément un très bon positionnement de faire ça ou pas, ou tu t'en es aperçu après? Je m'en suis aperçu longtemps après. Ça m'a vraiment pris du temps pour m'en rendre compte. La seule chose dont je me suis rendu compte au moment même, c'est quelqu'un m'a dit, je pense qu'il fallait, si je voulais un job, il fallait que je me présente comme si j'étais quelqu'un, un professionnel de ce métier-là. Donc mon LinkedIn, ça devait être développeur. Et c'est ce que je devais mettre en avant. Je devais arrêter de vouloir mettre en avant tout ce que je faisais. Parce que c'est vrai que mes compétences précédentes de chef de projet, j'ai fait mon dernier métier, ma dernière mission avant de quitter la Belgique, j'ai été business analyst pour la branche énergie verte de Total. Ben, c'est super utile dans le métier de développeur d'avoir ces compétences-là, mais c'est pas chercher un boulot de développeur plutôt junior. Et parce que j'étais un développeur junior, mais avec des compétences qui faisaient que j'étais un peu entre les deux. Donc j'essayais de mettre tout dans le même sac, de dire mais oui, mais je suis aussi chef de projet, je suis aussi business analyst, donc je vais être mieux que juste un développeur junior. Je sais faire tout ça en plus. Et c'était pas clair, c'était clairement pas clair. Maintenant que je vends en plus des outils, des solutions, je me rends compte que si tu n'as pas une offre hyper ciblée, que si tu décris pas exactement ce que tu vends, on va pas te l'acheter. Ben, c'est pareil quand tu le vends toi. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu me dis, c'est que comme maintenant tu gères un produit, tu sais que si tu cherchais un job, il faudrait que tu te marketes un peu plus comme un produit. Mhm. Tout à fait, c'est vraiment ça. On avait justement, c'est marrant, j'ai souvent des discussions à ce sujet-là. J'en avais une tout à l'heure sur Twitter à propos de toutes les technologies qu'on demande parfois à des juniors et on demande tiens, est-ce qu'il faut connaître Docker? Est-ce qu'il faut savoir héberger un service sur AWS? Est-ce qu'il faut... Il y a toute une liste de technologies qu'on demande, qu'on met sur les offres d'emploi, et puis que bah, du coup les personnes se sentent obligées d'apprendre et de mettre en avant dans leurs interviews, alors que là maintenant je suis en position de recruter des gens, j'ai recruté des juniors, j'ai recruté des alternants. Ce que je demande, c'est une technologie, les fondamentaux, un état d'esprit, envie de connaître les bonnes pratiques, envie d'apprendre surtout, et c'est tout. De toute façon, je sais bien que si quelqu'un me parle de plein de technologies, c'est juste une idée de comment ça fonctionne ou peut-être que la personne a suivi une formation, mais ça ne me sera pas vraiment utile. Ce que je veux vraiment, c'est un langage. Je ne veux pas devoir réapprendre les bases de la syntaxe d'un langage. Le reste, on est là pour l'apprendre. C'est pour ça qu'on engage les juniors, c'est parce qu'on va investir du temps et former les personnes. Donc, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent très peur parce que les offres, ça fait souvent peur dans le sens où on cherche toujours un mouton à cinq pattes si on a toutes les compétences, mais en réalité, les deux premières sont importantes. Les, les- Tout le reste, c'est bien à avoir, quoi. mhm. Ouais, je pense que ça devrait être beaucoup plus clair sur les offres. J'ai l'impression que c'est un peu un... Ça témoigne peut-être de la personne qui recrute, qui est peut-être pas développeur ou développeuse, ou peut-être un peu, qui a juste pris les technologies qu'on fait dans la boîte et on les met dans l'offre. Et je trouve que c'est intéressant de les mettre dans l'offre. Mais par exemple, j'ai récemment rédigé des offres. Ben, notre stack technique est défini parce que les personnes veulent savoir sur quoi on va travailler. Mais les compétences, il y a deux, trois compétences indispensables, même pas une ou deux compétences indispensables pour la personne que je recrute, parce que je veux quelqu'un qui fait une chose qui le fait bien et qui est ouverte à apprendre les autres ou travailler sur les autres, et c'est du bonus. Mais il faut vraiment être très clair sur ce qu'on attend exactement. C'est pareil que dans l'autre sens, quand on se vend, on doit être très clair sur ce qu'on propose, mais quand on cherche quelque chose, on doit être très clair sur ce qu'on cherche aussi. Et si on ne peut pas l'être et qu'on doit tout mettre dans l'offre d'emploi, peut-être qu'on doit d'abord prendre le temps de plus réfléchir sur la personne qu'on cherche vraiment. Parce que quelqu'un qui fait tout, ça n'existe pas, ça n'existe plus avec les technologies qu'on utilise maintenant, et surtout pas quelqu'un de junior qui fait tout. Ça, ouais, c'est un mouton à cinq pattes et en plus, il est Mhm. noir. Mhm. C'est Et, ça. mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que moi, en tant que freelance, quand je me vends littéralement comme un produit, euh, je mets toujours en avant deux de mes compétences uniquement, quoi. Je dis pas je sais faire ci, ça, bidule, chouette. Non, je dis juste que moi, je fais du Vue et du Node, point. Mhm. Et, et après, en entretien, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de juger mes compétences dans les autres domaines, mais à aucun moment, je me vends comme un expert dans les autres domaines. Mhm. Ça fait Alors, sens. J'ai recruté des freelances récemment et pareil, ceux où il y avait beaucoup trop de technologie dans leur profil, ça me faisait un peu peur. Et je comprends qu'on est dans un marché où on doit essayer un peu. Parfois, je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie de faire plein de technologies différentes et je pourrais aussi aller chercher des jobs dans des technologies différentes. Mais quand tu as vraiment besoin d'être sûr que la personne que tu as en face de toi sait tout faire, je vois tellement de fois passer des gens qui font des technologies que je connais même pas, et alors que c'est pas ça que je demandais. Moi, je me dis au final,
pas pertinent, ça montre peut-être que tu n'as pas compris ce que je cherchais. C'est ça. Moi, j'ai souvent la réflexion avec les langages front, quand je vois toujours un développeur qui dit, ah, moi, je sais faire du Vue, je sais faire du React et je sais faire de l'Angular. Et moi, je fais, alors en 4 ans, j'ai réussi à apprendre que Vue. Comment la personne peut avoir un très bon niveau dans les trois? Mhm. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je vois beaucoup. Je vois aussi des juniors. J'ai l'impression que c'est un peu un syndrome qui vient de l'apprentissage universitaire. Je vois des gens qui sortent, qui sur leur CV ont du C, du C++, du Java ou du C Sharp, quelque chose comme ça, du JavaScript, et puis du PHP, et qui postulent juste pour un job où on leur demande juste du JavaScript, mais qui justifient ce qu'ils ont fait dans les autres langages. Et peut-être que ça peut venir dans la conversation pendant l'entretien d'embauche, dire, ah bah oui, ça par exemple, bah, je connais ça parce que ça me vient du C++. J'invente parce que je connais pas du tout le C++, mais ça, voilà, je connais ces concepts-là, j'ai fait des langages plus bas niveau, je comprends des concepts, mais sur le CV, ça a vraiment aucun intérêt pour moi de le voir. Ça me fait dire, oh, il y a trop de technologie, c'est laquelle que la personne préfère vraiment. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, quand j'ai fait mes études d'ingé, c'est à chaque cours, on avait une langue de programmation différente. Hmm. Ouais. Bah, Mais je comprends ça, c'est bien, ça doit vous donner, parce que j'imagine que pendant les études, quand vous commencez, vous savez pas quel métier vous allez exercer, ça doit vous permettre de vous orienter. Est-ce que vous voulez être dev web ou dev de système embarqué, ou bien faire de l'administration système. Donc je comprends que dans les études, c'est important qu'on vous fasse voir tant de choses que ça. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Je regrette pas du tout de ne pas avoir fait d'études universitaires, mais je me dis si je les avais fait, j'aurais une connaissance beaucoup plus large de plein de technologies. Mais au final, dans mon quotidien, bah, je les utiliserai pas. ouais, je pense que c'est la différence entre les gens qui ont fait des études et les gens qui font une reconversion avec des bootcamps. C'est plus que les gens qui ont fait des études, ils ont une culture générale qui est plus élevée. Mais après, Mhm. si on prend les gens qui ont fait une reconversion et qu'on les compare aux gens bah, qui ont fait des études, en réalité, ils ont monté en compétences que dans un seul domaine. Mhm. Ouais. Dans J'ai les deux l'impression que ça cas, marche dans donc tous les niveaux et dans tous les types d'études supérieures. Au final, tu en retires une partie et tu utilises une partie de ce que tu as vu dans tes études supérieures, dans ton ah, métier, et puis le reste, c'est de la culture générale. Ce qui est ouais, intéressant, hein, je ne crache pas là-dessus du tout. c'est ça. Moi, je vais te dire, dans mon boulot, j'utilise 2% de ce que j'ai appris, qui est l'équivalent d'un bootcamp pour devenir développeur web, quoi. Mhm. Et au final, les centaines d'autres heures de cours, bah, c'est de la culture générale. Après, moi, je trouve que c'est utile dans le sens où le jour où j'ai un problème de réseau, bah, je peux expliquer à la personne pourquoi mon site il plante et la personne qui est en charge du réseau peut corriger le problème. Mhm. Ouais, tout à fait. Ça fait sens. Je pense que c'est vraiment utile. Maintenant, c'est 5 ans. C'est 5 ans, hein, les études d'ingénieur C'est ça, c'est chez 5 vous. ans en Ouais. France. Ouais, donc, faut pouvoir le faire et le faire quand on est jeune, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a pas fait, on n'y arrivera pas. C'est ça qui est beau maintenant, c'est de se dire on peut plus tard décider de devenir développeur ou développeuse et y arriver tout à fait, y être très très bon dans le métier. Je dis pas ça pour moi, je dis ça de manière générale avec toutes les personnes qui sortent de bootcamp. Il y a des personnes qui sont excellentes, bien meilleures que des personnes qui sont passées par l'université. Bah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, comme tu disais, et dans ton parcours, ça se voit. Maintenant, trouver des ressources pour apprendre à coder, ça se trouve assez facilement sur Internet. Ouais. Alors, Oui, c'est ça. ce que j'aimerais bien continuer, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton premier boulot au Canada, déjà, en plus, tu as trouvé un boulot dans un pays qui n'est pas le tien, Mhm. avec un niveau d'anglais que tu parlais anglais ou français Les deux. Le CEO était belge, donc on parlait français entre nous, mais on était deux employés. L'autre employé était canadien et ne parlait pas français, donc on parlait en équipe en anglais et entre nous en français. D'accord. Et tu as travaillé combien de temps pour cette boîte? J'ai travaillé presque un an pour cette boîte-là. Ouais. Et après, comment t'en es arrivé à être dans un milieu qui est plus entrepreneurial? Mhm. J'ai travaillé donc, pendant un an pour cette entreprise où on était trois. Il y avait le CEO, moi qui faisais le dev back-end et puis un dev front-end. Euh, Ça s'est pas hyper bien passé. Mon propre premier boulot, je m'attendais à recevoir plus de mentorat, plus de code review. Donc avant que j'arrive, la solution avait été développée par le CTO, qui lui était le CEO, qui était développeur. Mais dès que j'ai commencé à coder, il m'a dit non, c'est bon, Séraphin, je te fais confiance. Vas-y, voilà comment on déploie en production. Vas-y, t'as les pleins pouvoirs sur le code. D'un côté, j'ai appris beaucoup niveau indépendance avec ça. Je suis quelqu'un toujours maintenant très indépendant. Bah, j'avais appris de cette façon-là et puis j'ai continué comme ça.
Mais j'aurais aimé avoir des code reviews, être challengé sur mes choix, que ce soit au niveau algorithmie, au niveau de technologie que j'employais, ou même juste de ma syntaxe. J'aurais aimé être challengé sur tout ça, je ne l'ai pas été. Puis la startup n'a pas vraiment fonctionné. Après un an, on avait toujours 0 client. J'avais un background, moi, qui venait de l'analyse de besoins, la gestion de projet. J'ai été en contact avec beaucoup de clients dans le support et j'avais l'habitude de discuter avec des clients pour comprendre ce dont ils avaient besoin. J'avais l'impression qu'on faisait faux voir avec cette entreprise-là. Donc, je me suis dit que je n'avais pas envie de rester. Ensuite, parallèlement à ça, au Canada, j'avais discuté avec un théâtre qui recherchait... ils avaient besoin de transformer des données parce qu'ils changeaient de logiciel de billetterie et l'entreprise, la nouvelle, leur demandait des données dans un format CSV, dans un format vraiment très spécifique. Format CSV, pour le commun des mortels, ça veut rien dire. Comprendre des formats de données dans des fichiers, c'est pas quelque chose que tu peux demander à normalement un client qui n'est pas technique. Mais là, il le demandait. Moi, je les ai aidés bénévolement. Je les ai aidés à transformer les données, nettoyer un peu les données, virer tout ce qui n'allait pas pour pouvoir régler leurs problèmes. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le milieu associatif, qu'il y avait souvent des équipes qui étaient trop petites et des budgets qui n'étaient pas assez importants pour pouvoir engager une personne qui fait de la technique. En général, une association avec un budget avec une équipe de 5-10 personnes, il n'y a pas de personne qui fait la tech là-dedans, il n'y a pas de département IT. Et donc, je me suis dit, il manque quelque chose, j'aimerais pouvoir les aider. J'aimerais avoir une structure qui me permet de les aider. Donc peut-être qu'un jour, je serai indépendant pour les aider. Et donc ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et juste avant la pandémie, je suis allé voir, j'habitais à ce moment-là dans le Yukon, et je suis allé voir l'organisme qui s'occupe des francophones, qui avait un département pour aider à lancer son entreprise. Je me suis dit, je vais aller les voir, peut-être que il y a quelque chose à faire, parce que moi j'avais l'idée, mais je n'avais aucune idée de comment trouver des clients. Puis je me dis, bah oui, mais si je propose mes services et que personne ne me les achète, il se passe quoi? Donc je suis allé les voir, ils m'ont aidé vraiment à structurer mon offre, m'ont poussé un peu au début à mettre mon site internet en ligne, aller rencontrer des gens, en parler à des gens, apprendre que le networking, c'est pas juste un truc pénible où on va à un événement et puis on se cache dans un coin à boire une bière et manger des petits fous en attendant que l'événement commence, et en espérant pas être obligé de parler à des gens. Bah non, si je voulais trouver du boulot en tant qu'entrepreneur, il fallait que je parle à des gens, le plus de gens possible, que le plus de gens sachent que j'existe et puis qu'à un moment, quelqu'un allait m'engager. Je peux te poser une question. Alors, Ouais. c'est un cliché que j'ai du Yukon. Pour moi, le Yukon, c'est vraiment au milieu de nulle part. C'est des sapins à perte de vue. Et comment tu peux faire du networking en tech dans cet endroit-là, où c'est vraiment un stéréotype? Non, c'est une excellente question. Donc le Yukon, oui, c'est 40 000 habitants sur la superficie de l'Espagne. Et sur les 40 000 habitants, 30 000 sont dans une seule ville qui est Whitehorse, la ville où je vivais. Pour trouver une autre ville, il faut faire, que je dise pas de bêtises, 2000 km pour trouver la plus grosse ville à côté. Donc c'est vraiment perdu au milieu de nulle part, tu as raison. Maintenant, il y a une grosse communauté tech, enfin une grosse communauté. Il y a suffisamment de personnes qui font de la tech. Il y a Tech Yukon, qui est un organisme là-bas qui gère tout ce qui est lié à la tech, qui essaye de promouvoir la tech dans le Yukon. Ça reste un territoire du Canada, donc il y a toute l'administration, la part de l'administration fédérale et une administration provinciale, tout ça dans la même ville. Je crois que 50 ou 60% des personnes qui travaillent dans cette ville travaillent pour un des gouvernements. Et le gouvernement, il a des besoins tech. Et donc, du coup, il y a tout un écosystème tech qui gravite là autour. Et puis, il reste plein de professionnels qui ont des besoins tech aussi. Et on essaye le plus possible, quand on travaille là-bas, d'engager des gens qui sont dans le Yukon. Donc, j'ai pu réseauter pas mal là-bas. J'ai participé à un hackathon que j'ai gagné d'ailleurs avec mon équipe. Donc ça a permis de connaître plein de gens et ça m'a ramené par la suite des contrats sur lesquels je travaille encore maintenant suite à ça. Donc le Yukon au final pour réseauter c'était pas mal parce que comme c'est petit, bah, tu connais vite tout le monde et tu as vite envie de travailler avec les gens autour de toi. C'est un peu de mentalité de village alors que c'est une capitale de territoire. C'est assez intéressant parce que en France, on a vraiment l'omniprésence de Paris. On dit que si t'es pas à Paris, c'est très compliqué de faire son trou. Et là, tu me dis que t'es dans vraiment une ville que j'imagine pas très grande, mais Mhm. l'avantage c'est comme le réseau est tout petit, t'as très vite fait le tour, quoi. Tout à fait. C'est ce que je remarque. Je pense pas que j'aurais pu faire pareil même en Belgique. La Belgique, c'est un petit pays, mais avec énormément de monde. Et il y a beaucoup de compétition, c'est beaucoup plus difficile. Ici, les communautés sont petites. Par exemple, là maintenant, moi, je fais de la tech en français pour le secteur associatif.
ben, on m'appelle de province d'un bout à l'autre du pays, et le pays est plus grand que l'Europe. On m'appelle d'un bout à l'autre du pays en me disant: ah, Séraphin, j'ai entendu que tu faisais de l'informatique, est-ce que tu peux m'aider sur tel problème? Oh, j'ai besoin d'une application, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Et le milieu francophone hors Québec au Canada est un milieu où les gens se connaissent pas mal, donc c'est un gros avantage pour moi là maintenant. Ouais, ça te permet de trouver facilement des clients. Et une fois que bah, tu t'es lancé dans ce projet, déjà tu t'es lancé dans quoi comme projet? C'était justement la pandémie, mon emploi ça se passait de moins en moins bien, on n'avait toujours pas de clients, donc le début juillet j'ai été licencié, fin juillet j'ai été licencié parce qu'on n'avait pas de clients et que le CEO n'avait plus les moyens de me payer après un an dans l'entreprise sans clients. Comme c'était la période de Covid, j'ai pu bénéficier du chômage au Canada. Et il y a un programme dans la province où je vis maintenant, qui est le Nouveau-Brunswick, qui permet de garder son chômage pendant un an tout en lançant son entreprise. Donc j'ai pu lancer mon entreprise vraiment en sachant que quoi qu'il arrive, bah, j'avais de l'argent à la fin du mois parce que je recevais mon chômage. Donc ça m'a permis vraiment de me lancer à temps plein sans m'inquiéter et d'au début me consacrer beaucoup d'énergie à trouver mes clients, à construire mon offre sans devoir prendre n'importe quoi comme contrat et stresser à cause de ça. Ouais, je pense que dans la plupart des pays francophones, il y a quelque chose comme ça, parce qu'en France, c'est pareil. Alors, c'est 2 ans, si je ne me trompe pas, en France. Oui, j'ai entendu que Pôle emploi faisait ça et que c'est aussi une super opportunité. En Belgique, il n'y a pas. Enfin, c'est hyper complexe à avoir. Il faut vraiment venir avec un projet hyper solide. C'est super compliqué. Ici, ça a été quand même pas mal facile pour moi de l'obtenir. Donc, c'est vraiment une chance incroyable. En plus, le chômage était pas mal élevé. Donc, ça m'a vraiment permis de me lancer sans souci. C'est ouais, une chance incroyable. Et donc, tu avais une activité de freelance, et pourtant, tout à l'heure, tu me parlais que tu avais un produit. Mhm. Donc, oui, quand j'ai lancé l'entreprise, mon idée c'était, je pensais même grandir un peu, ça va peut-être arriver un moment, mais l'idée c'était vraiment de proposer des services au secteur communautaire. Puis j'ai eu l'occasion de travailler sur des applications et aussi dans mon métier de service, ce que je fais beaucoup, c'est de l'analyse des besoins en outils informatiques. Donc ça a super bien marché bah, pendant la période où tout le monde était en remote. L'association se met à travailler à distance. On se rend compte que bah, les données étaient sur un disque dur qui était au bureau. Comment est-ce qu'on y accède? Ah, bah, on peut plus aller au bureau. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on utilise Slack? Est-ce qu'on utilise Teams? Est-ce que on travaille dans des documents sur Google Drive? Est-ce qu'on utilise Microsoft OneDrive? Et donc j'ai fait beaucoup de conseils là-bas où j'analysais la situation et puis en fonction des besoins des organismes, je conseillais des outils. Il y a des outils qu'on me demandait et que j'ai pas trouvé. Par exemple, on m'a demandé de faire des recherches pour un outil de bibliothèque. Donc, un OSBL, le nom des associations ici, un OSBL cherchait un outil de bibliothèque en ligne pour partager ses livres avec ses membres et que les membres puissent regarder dans la bibliothèque et puis qu'on leur envoie par la poste ou qu'elles viennent les chercher directement au bureau. Les outils de bibliothèque, il en existe certains open source, certains payants. C'est surtout fait pour les vraies bibliothèques, enfin les bibliothèques qui ont des milliers de livres et qui scannent les livres et qui ont des employés pour ça. C'est des grosses machines, soit qui coûtent cher, soit qui doivent être maintenues et pour lesquelles il faut une équipe tech. Je me suis dit, des livres, c'est pas très compliqué comme information, je dois pouvoir faire un logiciel qui permet d'afficher des livres, que ce soit joli et qu'on puisse présenter ça. Donc je l'ai développé et puis bah, comme je n'allais pas le développer pour un seul organisme, l'organisme n'a pas les moyens de payer des coûts de développement pour un tel logiciel. Et bah, moi, je l'ai développé et je me suis dit, je vais le mettre en vente sur Internet après. Et puis, donc, ce sera un SaaS et puis s'abonne qui veut. Donc, ça, j'ai commencé par développer ça. C'était le premier vrai produit qui a fonctionné et donc, il tourne toujours maintenant. J'ai deux clients qui l'utilisent, mais ça fonctionne bien et j'en suis content. Le deuxième besoin que j'ai détecté, c'est la gestion des feuilles de temps. Donc ça, c'est un besoin beaucoup plus présent. C'est vraiment presque tous les organismes ont le même besoin. C'est comment est-ce qu'on gère les feuilles de temps. Le système est particulier au Canada, donc déjà les logiciels qui viennent de l'étranger ne fonctionnent pas. Et puis quand on parle de feuilles de temps, souvent on parle de gestion de projet, de traquer à l'heure, à la demi-heure, au quart d'heure, de traquer exactement ce que les gens font pour les refacturer à d'autres clients ou pour vraiment traquer les personnes. J'ai lu dans la documentation, quand j'ai fait des recherches, il y avait des articles qui parlaient de vol de temps. Donc d'employés qui volent du temps à leur employeur en partant plus tôt que prévu. Ça ne correspond pas du tout au secteur associatif dans lequel je travaille, où on travaille sur la confiance, surtout au Canada où la confiance est vraiment quelque chose de primordial dans les relations. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer. En plus, les logiciels sont tous moches.
Et c'est vrai qu'on peut vendre des logiciels moches, il y a plein d'exemples célèbres de ça, mais je pense que si je peux faire quelque chose de joli en plus, ça sera plus agréable et ça donnera plus envie. Donc là, j'ai développé, avec l'aide de Yuma, un développeur qui a travaillé avec moi là-dessus, Feuille de temps. Je suis en plein dedans pour le moment, je vais mettre la V2 en production normalement cette semaine. Mais donc ça, c'est vraiment un logiciel qui permet de gérer les feuilles de temps pour les organismes sans but lucratif au Canada. Il y a pas mal de demandes là-dessus, donc c'est une grosse partie de mon temps, c'est ça, et c'est mon objectif pour les prochaines années, c'est de vraiment me consacrer au développement de ce genre de logiciel, plus continuer à informer et conseiller ces organismes, parce que je trouve ça hyper important de leur donner de la formation, que c'est assez difficile d'en trouver, et voilà, je pense que je peux être utile dans ce milieu-là. Ça me permet de faire de la tech tout en étant dans un domaine qui est utile pour la société. C'est pas juste de la tech pour la tech, je fais pas de la tech pour la finance ou pour l'exploitation des gens, je fais de la tech pour des organismes qui luttent au quotidien pour la justice sociale ou d'autres causes comme l'environnement qui sont utiles pour tout le monde. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais. Moi, j'ai le même besoin en tant que freelance. On suit mon temps. Nous, on appelle ça un rapport d'activité. En gros, tu mets le nombre de jours que tu as travaillé, tu as une validation de ton manager. Mais toi, tu as fait le choix quand même d'être dans le milieu associatif, qui n'est pas le milieu qui est le plus rémunérateur, mais plus par conviction. Tout à fait, tout à fait. Et puis, l'outil ici, Feuille de temps, le prix, c'est 25$ canadiens par mois ou 250$ par an. C'est pas grand-chose. La plupart des organismes peuvent se le payer. Si un organisme me dit, j'ai mis une note à côté des prix, si un organisme ne peut pas se le payer et qu'il me contacte, je ferai une réduction, c'est vraiment pas un problème. Et puis, si j'ai 1000 organismes qui s'inscrivent dessus un jour, bah, moi, ça me fait 25 000$ par mois. Donc, je peux engager quelqu'un et travailler full-time dessus aussi. Donc, j'ai pas besoin de le vendre cher, j'ai pas besoin que le secteur soit rémunérateur. Il suffit que ça réponde à un vrai besoin qui est partagé par beaucoup de personnes. Et on se dit, le secteur communautaire canadien, ça représente pas grand-chose. Bah, au final, ça représente suffisamment pour faire fonctionner une personne, pour qu'une personne puisse vivre du travail sur un outil. Je lis beaucoup sur le concept de minimalisme entrepreneurial, qui est vraiment l'idée de développer quelque chose, de ne pas vouloir grandir à tout prix. Et il y a beaucoup de mouvements autour de ça, de ne pas vouloir lever des fonds, créer des grandes entreprises avec plein de gens qui travaillent et de pouvoir faire un truc et d'attaquer un marché mondial. Il n'y a pas forcément besoin de ça. Je pense qu'on peut être très heureux en développant quelque chose de, j'ai pas envie de dire petit, mais à une taille humaine et qui peut être vendu à suffisamment de personnes pour que ça marche et sans que personne soit lésé. C'est du win-win et moi, ça me convient mieux comme ça en tout cas. Ouais, ça fait sens et je pense qu'on n'est plus du tout dans l'ère des levées de fonds et des boîtes qui vont être gigantesques, qui vont conquérir le monde, qu'on ira de plus en plus vers des nano-applications. Parce que je lisais un truc qui était vachement intéressant et qui est vraiment dans ce cas-là, on va créer de plus en plus d'applications ultra spécialisées. Parce que toi, c'est vraiment, si on fait vraiment le business plan de ce que tu viens de dire, c'est tu t'adresses à une niche qui est vraiment toute petite. Et en plus de ça, dans la niche, tu t'adresses pas à tout le monde. Et donc, mais si tu as suffisamment de clients, tu peux en vivre correctement, voire très correctement. Parce que 25 000$ canadiens, si tu arrives à avoir 1000 clients, au final, tu vis très très bien avec ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis, pour revenir vraiment sur l'idée de nano ou de micro, j'appelle ça des micro SaaS que je développe. C'est vraiment une chose de spécifique. Et j'ai d'autres besoins qui viennent et je ne vais pas ajouter toutes les fonctionnalités. Il existe des outils qui sont l'outil pour le secteur, l'outil pour les OSBL. Je fais tout pour les OSBL et donc ça fait un site internet, ça fait des demandes de finances, ça fait des campagnes de dons, ça fait la gestion des membres, ça fait plein de choses. Mais puis au final, c'est super intimidant parce que j'ai conseillé des outils comme ça à mes clientes et puis on me dit oui, mais je ne sais pas exactement, ça fait tout ça. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que je préfère en développer plusieurs, quitte à faire un prix? Si quelqu'un en prend plusieurs, et pour le moment j'ai les feuilles de temps et la bibliothèque, je pense développer un module de gestion, pas un module, non, justement un outil à part entière de gestion des membres. Et puis alors après, bah, je peux fédérer les différents outils, je peux avoir un système d'authentification commune, et puis un système de facturation commune, et puis si quelqu'un a tous les outils, bah, ça coûte moins cher, mais c'est vraiment un outil qui répond à un besoin. Et si quelqu'un a plusieurs des besoins, bah, il prend plusieurs outils dans la gamme, mais tout en ayant des communications totalement distinct pour chacun des outils et vraiment séparer ça pour être très clair sur ce que je fais, pourquoi. On en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, être très clair sur ce que je fais, pourquoi je le fais
Ça permet de savoir directement, pour une personne en face, de savoir directement si ça lui convient ou pas. Ouais, genre vraiment comme la suite Office où tu as vraiment Word qui sert à faire du traitement de texte, tu as Excel qui permet de faire du tableur et tu peux connecter les deux, mais tu peux acheter chacun séparément et tu pourras les utiliser à 100% de leur capacité, quoi. C'est ça, je vois ça vraiment comme une galaxie d'outils que je vais développer et puis qui pourront fonctionner indépendamment. C'est super important qu'ils puissent continuer à fonctionner de façon totalement indépendante. Et ma dernière question, c'est une chose qu'on n'a pas parlé et on va peut-être passer du coq à l'âne. C'est en même temps, tu as un podcast sur la reconversion. Comment ça s'inscrit? Parce que par rapport à tout ce que tu viens de me dire, y a pas de lien. Non, c'est vrai, je comprends. Podcast sur la reconversion professionnelle, je suis passé par une reconversion professionnelle. Je me suis formé, ça a été dur. Et le moment, comme je disais tout à l'heure, le moment qui a été très très difficile, c'est de trouver mon premier emploi en tant que développeur. Je vois beaucoup de choses passer sur Internet, beaucoup de gens qui donnent des conseils. Je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve ça bien qu'on s'adresse au sujet. Et je vois surtout beaucoup de personnes qui sortent de reconversion et qui sont complètement paumées, qui trouvent pas de travail et pour qui c'est difficile. Et donc je me suis dit que je voulais aider ces personnes. Euh, j'avais aussi, j'avais envie de créer un podcast. J'avais fait un peu de radio, un tout petit peu, juste avant la pandémie, puis ça a été arrêté. Dans le Yukon, justement, ça a été arrêté à cause de la pandémie. Mais j'aimais bien cette idée, je voulais essayer, donc je me suis dit que c'était un sujet où je pouvais vraiment aider. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le sujet dans le podcast avec changement de programme et d'aller interviewer des francophones de partout dans le monde. Pour le moment, en vrai, c'est principalement la France, la Belgique et le Canada, mais d'interroger des francophones qui se sont reconvertis vers un métier de la tech et leur poser toutes les questions de comment ça s'est passé, leur poser des questions sur le parcours, leur demander des conseils pour pouvoir aider ces personnes qui donner vraiment des conseils concrets aux personnes qui écoutent les podcasts de comment moi je peux y arriver, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, mais aussi juste avoir de l'inspiration, se dire bah tiens, il y est arrivé, elle y est arrivée, je peux y arriver aussi, toutes ces personnes y sont arrivées, voir qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là. J'en écoute encore parfois sur l'entrepreneuriat et comment on lance un produit. Ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a le plus aidé, plus que les conseils, c'est ben oui, tous ces gens, ils sont y arrivés, donc ça veut dire qu'ils sont arrivés, donc ça veut dire qu'il y a moyen. Donc s'il y a moyen pour eux, il y a moyen pour moi, donc je vais y arriver. Donc c'est pour moi super important de transmettre tout ça, d'aider à tout ça. J'ai mon blog aussi qui vient d'être créé où j'espère vraiment transmettre un maximum de ce que j'apprends sur serafa.dev. C'est vraiment, pour moi, c'est hyper important parce que je suis passé par ces moments difficiles et je sais que c'est parfois, oui, c'est ça, c'est dur et on a besoin de se sentir accompagné. Oui, et dans tout ton parcours, on voit bien que tu as envie de partager parce que même les choix, on va dire, business et de carrière sont quand même très orientés vers les autres, vers l'associatif. Donc Mm. ça, c'est vraiment quelque chose qui te prend aux tripes, que tu as envie de faire. Oui, carrément. Je voyais l'autre jour une offre d'emploi et je riais avec ma compagne. Je dis, bah tiens, regarde, on propose une job aux États-Unis entre 180 et 200 000 dollars US pour travailler comme développeur dans une entreprise qui travaille avec les top fortunes ou je sais plus ce qu'il y avait comme mot de bullshit commercial dans la description de fonction. J'ai dit, ben voilà, j'ai qu'à appliquer à des jobs comme ça. Je suis sûr que je peux, d'ici au Canada, appliquer à des jobs où je vais gagner 150, 200 000 dollars US, mais je devrais vendre mon âme, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'aurais pas l'impression de faire progresser le monde. Je préfère de loin travailler dans mon domaine qui n'est pas le plus rentable, mais qui me permet de vivre tout à fait correctement, et puis de surtout être content de ce que je fais, être fier de ce que je fais, et puis quand je suis interviewé par quelqu'un comme toi, de pouvoir dire ce que je fais, et d'en être fier, et de savoir que si je revois cette vidéo dans 5 ans, a priori, j'aurais pas honte de ce que j'ai dit que je faisais à ce moment-là. Bah, moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je travaille surtout dans les secteurs industriels, donc c'est un peu plus déshumanisé, on va dire. Mm. Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview. Je vais te poser un certain nombre de questions. Alors, je ne t'ai pas prévenu que j'allais te les poser. Alors, ma première question sur tout ton parcours, si tu avais dû lire un livre, regarder un film plus tôt dans ton parcours, tu choisirais quel film, quel livre, quel podcast C'est une bonne question.
Il y a un podcast qui m'a vraiment marqué, mais qui n'existait pas plus tôt. Mais s'il avait existé plus tôt, j'aurais adoré le découvrir plus tôt. C'est le podcast, je devrais dire Feu le podcast parce il est arrêté. C'est le podcast de Mature Developer par Anthony Huckmes, qui est vraiment un classique des podcasts pour les développeurs qui veulent créer un produit. Il a arrêté au sommet de sa gloire et je pense qu'il y a littéralement des milliers de personnes qui aimeraient pouvoir encore l'écouter. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je recommande ce podcast. Je pense que c'est vraiment un podcast qui permet d'avoir une autre vision du monde et de voir que les développeurs, c'est eux qui ont le plus de pouvoir parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut au final. Oui, je parlais tout à l'heure de minimalisme entrepreneurial. Donc ça, c'est le contexte par Savil Laïnia, qui est le créateur de Gumroad. Mais avant de parler de minimalisme entrepreneurial, il y a le mature developer défini par Anthony, qui est clairement ce principe-là, de pouvoir se dire que tout seul, on peut arriver vers son point, c'est que tout seul, en tant que développeur, on peut créer un logiciel qui fait 10 000 euros de revenus récurrents par mois, et ce qui permet tout à fait de vivre confortablement. Donc ça m'a vraiment permis, j'ai commencé à l'écouter quand j'ai commencé à créer mon entreprise. Et d'abord, je voulais développer un outil de traduction en ligne, et je me disais peut-être qu'il y a moyen que je le vende. Et puis j'ai écouté son podcast, je me suis dit, ben, mais carrément, il y a moyen que je le vende. Toutes ces personnes qui passent dans le podcast, elles le font, elles vendent leur logiciel et ça marche. Et puis voilà les histoires derrière. Donc clairement, c'est hyper inspirant. Maintenant, je pense qu'il l'a retiré de la plateforme d'hébergement, donc il n'est plus disponible, ce podcast. Je pense parce que tout à l'heure, je sais que tu étais passé dans le podcast et j'ai voulu le réécouter et quand j'ai cliqué, il m'a dit que le lien était plus accessible. Ouais, je pense qu'il y a peu de temps, il a dû suspendre l'hébergement. Donc Alors, ça restera une légende. Ça a été beau, il a arrêté au sommet de sa gloire, il a disparu. C'est comme ça qu'on crée une légende. c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est l'un des podcasts qui a apporté le plus de valeur et qui montre aux développeurs que bah, tout seul, on peut montrer une petite entreprise, fournir un service. Et ce qui était bien dans le podcast, c'est que souvent, il y a des gens, ils venaient avec des idées, mais elles ne cassaient pas trois pattes à un canard, quoi. Mhm. Et moi, j'ai été frappé d'un intervenant qui était venu. Il faisait des screenshots de sites web. Mhm. Je me dis, oui. Et ça marchait bien en plus. Et je me dis, mais qui a besoin de ça? Mhm. Et c'est ça, suffit de trouver. Je dis suffit de, c'est pas si facile, mais il faut vraiment partir d'un besoin que des gens expriment. Et c'est contre-intuitif, tu as envie de te dire, tiens, j'ai une bonne idée, je vais la développer, je suis sûr que ça marchera. Non, écoute autour de toi. Ça peut prendre du temps, faut pas être pressé, mais si tu écoutes autour de toi et que tu es vraiment attentif, tu n'es pas juste en train de chercher du business, tu écoutes les gens et puis tu vas voir qu'il y a un problème. Et si tu te dis que tu peux le résoudre avec du code, bah après tu peux analyser, voir s'il y a potentiellement une façon de le monétiser. Enfin, tu peux le faire gratuitement aussi si tu as juste envie de le faire de façon bénévole, mais si ton but est de vivre du logiciel, il faut pouvoir identifier les moyens de le financer. Et s'il y a ça, bah, commence à développer, surtout construis-le avec les utilisateurs qui vont l'utiliser. Il faut absolument co-développer, il faut des testeurs dès le début, et c'est primordial pour s'assurer que ça convient, mais il y a moyen, et il y a moyen de faire ça dans des domaines où on n'imaginerait pas qu'il y a des besoins au début. Ça, c'est bien vrai. Allez, je passe à ma question suivante. On a parlé un peu du passé qu'on aurait pu changer, mais si on se reparlait dans 3 ans, de quoi on pourrait parler? C'est une excellente question. Bah, j'espère qu'on pourra parler de ma galaxie de logiciels ou de mon succès avec les SaaS que je viens de développer aujourd'hui. Euh, J'aimerais qu'on puisse parler de changements dans le milieu de la tech aussi. J'aimerais qu'on puisse parler de l'évolution du milieu de la tech, de milieu, je pense que ça évolue dans ce sens-là et j'espère que ça va continuer, mais d'un milieu moins toxique avec des personnes qui osent plus sortir, s'ouvrir et parler des parcours différents. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi. C'est vraiment la promotion de rôles modèles différents de ceux qu'on voit dans la tech. Ça ne doit pas être que des mecs blancs de 30 ans en bonne santé qui sont dans la tech. Il y a vraiment une foule de portes à ouvrir et de personnes à intégrer dans la tech pour qu'elles soient vraiment plus diverses. Donc, je veux dire, si on se voit dans le futur, j'aimerais pouvoir dire, bah tiens, cool, ça a bien évolué, et la tech est plus la tech qu'elle était avant, et c'est vraiment beau ce qui est en train de se passer là. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et ma dernière question, si on veut suivre toutes tes aventures, on peut te suivre où? C'est la bonne question du moment. Je poste pas mal sur Twitter, donc avec mon handle S Van de Gaar.
Maintenant, depuis qu'Elon Musk a racheté pas mal de parts et qu'il est dans le board, je suis pas sûr que j'ai envie d'y rester. Donc on va voir comment ça se passe. J'essaie de passer un peu sur Mastodon, mais quoi qu'il arrive, l'endroit safe pour me suivre, c'est serafin.dev. C'est mon blog. Il est nouveau, il y a un article dessus, mais je compte poster beaucoup plus dessus et essayer d'un peu me réapproprier ma communication en ne dépendant pas d'une plateforme particulière, parce que quand je vois le potentiel de mal que peut causer Elon Musk sur un réseau comme celui-là, je préfère avoir un site que j'héberge moi-même et sur lequel j'ai le contrôle. Donc je dirais le moyen principal, c'est serafin.dev. Et de toute façon, à partir de là, il y a les liens vers tous mes réseaux. Eh bien, Séraphin, je te remercie d'être venu sur le podcast. Je trouve que moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que tu partages ta passion et en plus, tu le mets au service d'une cause. Bah, merci pour l'invitation et je suis content que ce soit ça qui transparaisse. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une super expérience, ma première expérience passée sur YouTube. Donc c'est fantastique. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, faites-le. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles. Et pour les utilisateurs de Spotify, on se retrouve dans 15 jours.